Salut l'équipe, enfin rebonjour pour ceux qui étaient déjà là au débrief foot. J'espère que vous avez passé un bon week-end, malgré les résultats un peu en dents de scie de notre 15 de France. Voilà, week-end très sportif, il s'est passé beaucoup de choses, tricolores qui nous ont fait rêver, d'autres qui un peu moins rêvé. Voilà, hein, ça va Coco? T'as pensé quoi de tout ça? T'as kiffé? Moi ça va, j'ai quelques petits sujets là qui me passionnent ces derniers jours, la Formule 1 notamment. J'ai découvert le rugby à 7 parce que comme on le rappelle, on est passionné de tout mais expert en rien, hein, donc on découvre aussi des choses. Non, non, super, super, moi ça va bien. J'espère que toi aussi ça va malgré ta petite défaite, si je puis dire, ou même ta grosse branlée que t'as pris vendredi soir au ping-pong. On fera un parallèle avec l'actualité d'ailleurs Ouais. à ce sujet, mais Pedro, que vous avez vu la semaine dernière dans le débrief Omnisport, sera très content de cette petite vanne de Coco. Bref, le sommaire, du coup, on va revenir sur ce France-Italie, match nul, très très nul, même des Français. Tennis de table, évidemment, avec les deux médailles masculines et féminines. Et puis, on a eu les premiers essais de pré-saison de Formule 1 à Bahreïn. Donc voilà, on va faire un petit débrief de ces essais, parler un peu de nos prédictions pour la saison prochaine et parler du premier Grand Prix la semaine prochaine. Et puis enfin, on finira comme d'habitude avec le Tour de France et le MVP de la semaine pour finir et savoir qui va succéder à Justine Bressa-Boucher. Allez, à tout de suite. à tout de suite. Rugby. Rugby, rugby, rugby. On va voir nos collègues du 15 de France. Euh, Première fois depuis 11 ans qu'on ne gagne pas contre l'Italie. Galtier fait toujours confiance à ses cadres, mais a dû faire quand même un petit turnover avec les quelques blessures qu'on a. On a Tuilagi en deuxième ligne, Lebel, Tuilagi. Tulagi, pardon. J'ai même fait un Reels dessus hier. Tu devrais savoir comment on dit son Ouais, nom. mais je suis en Italie là en ce moment, donc c'est les Ok, G, c'est les Luigi, les trucs comme ok, ça. Tu vois, j'y peux rien. Moi, je m'accommode, hein. ok. Euh, on a le bel Allel pour remplacer Bielbiaré. Ça a été un match très compliqué, avec des Français dominateurs, mais très très maladroits en première mi-temps. Euh, ça nous rappelle un peu la maladresse d'il y a quelques années, avant que le rouleau compresseur se mette en Ouais. marche. Vraiment, on a 4-5 occasions nettes d'essai et on rate des en avant, des ballons, enfin des lancements qui sont mal faits. C'était Quelques petites fautes vraiment sur les dur. touches. Ouais. Euh, Trop d'erreurs, en tout cas, et malgré des Français dominateurs. Ils ont été réduits à 14 à la mi-temps, après le carton rouge de Danty. Les Bleus ont ensuite subi, bah, du coup, naturellement en deuxième période, jusqu'à ce dénouement assez incroyable et cette pénalité ratée par Garbisi à la dernière seconde. Je, je t'avoue que c'est la première fois que je vois ça. Mm. Euh, Ballon qui tombe du tee, juste ouais, du coup pour expliquer, le ballon qui tombe du tee et après on a un temps imparti pour tirer une pénalité. Du coup, il remet rapidement le ballon sur le tee, mais il lui restait que 5 secondes pour tirer. Il se ouais, précipite et il prend le poteau. poteau alors que la pénalité était largement dans ses cordes normalement, quoi. Mm. Il a fait On de la sent peine à la fin. un, Il était touché, il a les larmes aux yeux et tout. Il a fait un peu de peine, honnêtement. Bon, Moi, voilà. j'ai re-regardé plusieurs fois l'action et quand je le vois à la fin, même moi, je suis comme ça. Mm. Putain, Ouais, le pauvre, là, il doit se ouais. dire, qui a été réconforté bien évidemment par tous ses partenaires et ils ont minimisé cette chose-là. Euh, un match très brouillon, malgré, enfin, en fait, brouillon mais frustrant parce qu'on les voit en pleine capacité de leurs moyens à certaines périodes et puis à d'autres, c'est le cafouillis total. T'en as pensé quoi de ce match, toi, en le regardant? Ah ouais, enfin, match, comme tu as dit, très compliqué, voire catastrophique. En fait, j'ai l'impression qu'en 3-4 mois, on a complètement perdu notre rugby. Enfin, alors, ok, il n'y a pas Dupont, il y a la digestion de la Coupe du Monde, tout ça, mais là, vraiment, c'est une équipe à qui, il y a 4 mois, on a mis 55 points, je crois. Mm, On les a explosés à la Coupe du Monde. Alors oui, c'est un contexte différent et tout ça, mais là, quand tu vois enfin, on est dominé dans les rucks, dans les mêlées, on n'est pas, alors qu'on a un pack qui est beaucoup plus lourd, on n'est pas tant dominateur que ça. mm, Aucune mm. inspiration derrière, les lancements de jeu qui étaient ratés. Voilà, et à la fin, on voit un Galtier je l'ai trouvé, qui avait l'air plus marqué que d'habitude, où il pouvait essayer de faire des petits traits d'esprit, des choses comme ça. Là, voilà, il était vraiment très marqué et c'est
pas forcément très rassurant pour le 15 de France. Peut-être qu'il se reprend un peu sa communication dans la gueule, voilà, parce que quand tu communiques comme ça, que tu fais beaucoup de jeux de mots, de traits d'esprit, mais que tu gagnes, ça va. Par contre, dès que tu commences à perdre et que la machine s'enraye, c'est plus compliqué et les gens ont un peu plus de mal à accepter ce genre de communication. Et tu l'as dit, le post-Coupe du Monde a l'air de faire mal. Ouais, mais à bout d'un moment, on va pas se cacher ça derrière ça pendant un an. Non, mais Le- je pense que dans ce cas-là, tu sors des cadres qui ont besoin de souffler. Peut-être, je pense avec l'équipe de France, hein. Mm. Moi, je pense que Dupont, en ce moment, il se régale à 7, enfin au rugby à Ouais, 7, qu'il n'a pas la tête à ça de toute manière, je pense, pour jouer un événement qui est annuel. Je pense qu'il y avait moyen aussi voilà, de faire tourner. Au et je contraire, pense, ouais. de mettre des petits jeunes qui ont la dalle et puis bah, de laisser un petit peu de temps pour ceux qui auraient probablement ou potentiellement été impactés, tu vois, Bah, par ça. c'est le sujet de notre débat et enfin, c'est intéressant. On voulait en gros se demander si Galtier protégeait trop certains de ses cadres. Et du coup, ouais, clairement, pour moi, c'est le cas. Et en fait, Ouais, genre la charnière et la paire de centre, par exemple. ouais, voilà. Et au final, dans cette optique de toujours conserver son groupe, d'être en mode câlinothérapie un peu avec ses cadres, et Ouais. ben, je trouve que ça leur dessert aussi parce qu'ils les gardent, ils les confortent dans leur rôle Mm, alors qu'ils sont pas bien et qu'il faudrait justement un peu de turnover, qu'il faudrait qu'ils prennent un peu de recul par rapport à tout ça. Enfin, moi, je pense que ça aurait été un tournoi parfait pour vraiment lancer certains jeunes. Enfin, on voit Aldrid qui revient, qui se répète direct derrière. Jalibert qui a été très mauvais sur ce match-là, enfin qui a été très maladroit aussi. Et beaucoup des occasions qu'on rate en première période sont à cause d'erreurs de sa part. mm. Lucu, je trouve qu'il apporte pas grand-chose en neuf, contrairement à Le Garec. Donc voilà, moi j'avais envie qu'on prenne ce tournoi en mode transition et qu'on fasse peut-être donner sa chance à des jeunes. Bon, on a vu Twilagi qui a d'ailleurs été très bon, grosse puissance. Touradi. Twilagi, grosse puissance physique, mais voilà, même jeu après contact, des très bonnes mains, très, très adroit pour un joueur de son gabarit. Et voilà, mais j'ai envie d'en voir plus, quoi. J'ai envie de voir De Porter au centre avec Gaëton. J'ai envie de voir Le Garec, que moi je trouve meilleur quand il rentre que Lucu. Donc voilà, c'est En fait, c'est un ça, peu tu l'as dommage. dit. Moi, je pense qu'il ça aurait été bien de pouvoir voir autre chose. Euh, Parce que ce qu'ils nous ont montré à la Coupe du Monde, tout le monde l'a vu. On sait que les mecs sont capables de tout gagner ou de faire du sale, mais on peut pas. Je, j'ai un peu l'impression de voir du Enrique qui toutes les semaines refait la même chose, parfois en foot. Là, c'est pas vraiment ça, mais c'est un peu une sorte de voilà, on s'obstine un petit peu Mm. et on laisse pas la place à autre chose si facilement, en tout En cas, fait, parce il reste ouvert, hein, mais j'ai vraiment enfin, l'impression qu'il a peur que ça soit pris comme un désaveu de sortir un de ses cadres, voilà, et ouais, de dire. Et c'est pas parce que tu sors un cadre sur un match pour tester un jeune que c'est la fin de sa carrière en équipe de France. Alors oui, bah, si le jeune est exceptionnel, qui marque 3 essais sur son premier match, tu vas peut-être le remettre après, et c'est un risque. Mais est-ce que ça vaut pas mieux quand même que de mettre des mecs qui ont encore la tête à l'envers après la Coupe du Monde, et au final tu les envoies un peu au charbon alors qu'ils sont pas dans les meilleures dispositions pour répondre. Et bah quand tu joues contre une équipe d'Italie qui progresse aussi depuis quelques années, euh, qu'il y a tu prends un carton rouge avec Danti, que toi t'es pas très bien sur tes lancements de jeu, bah tout ça accumulé, ça fait que ouais, tu dois perdre ce match. Et si c'est pas une erreur, enfin une décision arbitrale très limite contre l'Écosse, et ça, on pourrait être à 0 victoire, 3 défaites après 3 journées dans le tournoi, quoi. ouais. Donc Alors c'est vraiment très alarmant. le dernier match, on se disait pas bon, on attend de voir la réponse des Français face à l'Italie parce qu'on le considérait peut-être même pas comme un vrai, enfin un match qui allait nous donner peut-être des indices sur l'état de forme de l'équipe de France parce que bah, tu l'as dit, ça fait 11 ans qu'on n'avait pas perdu contre eux ou fait un match nul. Euh, Là, en fait, on se dit, bah attends, on va voir du coup le prochain match pour voir vraiment ce qui se passe parce que c'est déjà inquiétant. Et donc la suite, bah, on l'attend avec impatience. Enfin moi en tout cas particulièrement parce que j'ai envie de savoir comment ça va se passer dans 2 semaines à Cardiff. Hein, ils vont affronter le Pays de Galles, qui est toujours un déplacement assez périlleux. Ouais. On attend, je pense, une réaction de la part des Français. Je pense que ce match-là
va être intéressant à suivre et j'ai Mm. hâte de voir si des changements sont. Ouais, j'espère qu'il y aura des changements. Et enfin, moi, je sais que Nicolas Deporter, qui avait été meilleur marqueur de la Coupe du Monde du vin l'an dernier et qui est très bon avec l'UBB cette année, voilà, j'ai envie de le voir au centre. Bon, avec la suspension d'Anti, ça risque d'arriver, Ouais, mais il y a aussi un risque qu'ils nous mettent Moefana, Ficou, enfin un risque. Voilà, qui reste encore dans ces hommes de base qu'il a emmené à la Coupe du ouais. Monde et avec qui il est depuis 3 ans et de pas faire trop. Voilà, là il a fait Tuilagi, mais comme j'ai dit, j'espère en voir d'autres, quoi. Tu as mentionné les U20, je voulais en parler, j'ai complètement oublié, mais les U20 qui ont perdu contre Ouais, l'Italie. aussi, ouais, contre Ouais. l'Italie. L'Italie U20 qui est particulièrement Talentueuse, ouais. C'est une talentueuse, très on belle va dire, c'est génération, ouais. c'est le mot, ouais. Qui ont vraiment une belle génération. Euh, on a, euh, on a vu récemment, et ça fait là sur les 12 derniers mois, ils font de très très beaux matchs. Ils ont mis pas mal de fois les Français en difficulté. Mm. Ils s'imposent 23-21. On a une belle génération de rugby italienne qui arrive. C'est en train vraiment de se lancer, hein. Ils vont peut-être arrêter de se prendre des branlées par la suite et commencer à nous poser un peu plus de problèmes. Ça peut être intéressant pour le tournoi Destination d'avoir une génération italienne qui vient compléter tout ça. C'est la fin, je crois, du rugby. On va passer tout de suite au prochain sujet, le tennis de table, alias le ping-pong. Jingle. On enchaîne donc avec le tennis de table et l'équipe de France masculine en finale des championnats du monde par équipe à Busan, en Corée du Sud, pour la première fois depuis 97. J'avais 2 ans. Ça fait un petit moment. Voilà. On avait parlé des frères, enfin vous aviez parlé avec Pierre la semaine dernière des frères Lebrun et cette équipe de France. Et ils ont répondu présent avec une belle finale. On va dire qu'elle a commencé par une défaite assez sèche, mais avec un rebondissement dans le deuxième match. Voilà, on y a cru sur le temps d'un match, Ouais, quelques secondes, on y a quelques cru 5 minutes, minutes. 5 minutes, ouais, sur exactement. le deuxième match, ouais. Mais bon. Mais avec du beau tennis de table. Euh, Malheureusement, encore une fois, la dernière marche, c'est les Chinois qui l'ont prise, qui se On sont l'avait dit imposés. la semaine dernière, mais ils sont invaincus dans cette compétition depuis 2001. Mm, Donc, bon, voilà, il y a pas de honte à être la deuxième nation mondiale, on va dire. ouais. Donc voilà. Donc défaite 3-0 en finale, 11e victoire consécutive au championnat du monde pour les Chinois, qui ont un trio de tête aux 3 premières classes, aux 3 premiers rangs mondiaux. C'est 5 premiers même. 5 premiers, pardon. Ouais. Ouais. Le Et là, premier ils joueur avaient non leur. chinois, c'est Félix. Et les Ouais. 3 qui jouaient étaient numéro Et 1, les 2, 3 3. qui jouaient étaient 1 et 2, 3, ouais, c'est ça. Mais avec un rouleau, enfin, c'est vraiment un rouleau compresseur. C'est assez hallucinant. Euh, mais voilà, un petit intérêt, un regain d'intérêt pour le tennis de table avant les JO avec une fratrie qui nous régale. Euh, c'est cool, Ouais. j'aime bien Ouais, moi. puis il y a les filles en bronze aussi. Alors, Mm, première médaille depuis 91 pour elles. ouais, Et c'est la première fois qu'on a 2 médailles pour la France dans la même compète. Bon, elles ont également perdu contre la Chine en demi-finale 3-0. ouais. Elles sortent l'Allemagne en quart de finale, qui est une vraie grosse nation du tennis de table. Donc voilà, je pense C'est que une. c'est un peu plus surprenant pour pour les filles d'arriver en demi et Oui, de faire la médaille de bronze. Mais pour les mecs, maintenant, c'est leur place au final, quoi. on commence à entendre, enfin, ça fait un petit moment là, enfin un petit moment, non, mais ça fait quelques mois qu'on entend parler des jeunes Français. On commence à croire à un potentiel médaille, enfin des médailles pour les jeux, non? Ouais, Avec, bah, avec ce qu'ils ont on fait. avait déjà parlé un peu avec Pedro la semaine dernière. On s'était dit qu'une médaille par équipe, c'était vraiment faisable. Mais là, pourquoi pas plusieurs même au final, parce que bah, on voit Alexis Lebrun qui a balle de match contre le numéro 1 mondial dans son simple, enfin dans son match en finale. Félix qui lui a déjà battu, enfin a déjà remporté plusieurs tournois, et meilleur européen, meilleur non chinois. Donc est-ce qu'on pourrait peut-être pas aller chercher une médaille en, en simple Alors, aussi, ouais, il y a les simples, il y a les équipes hommes et femmes, mais femmes tu as et aussi le double le mi- mixte, donc ouais. Qu'on verra pas les deux frères Lebrun en double ensemble, c'est un peu dommage, mais
Et C'est pas grave. on verra le double mixte et ouais, ils sont pas mauvais et il faut pas oublier Simon Gauzy aussi, parce qu'on parle beaucoup des 2 Ouais. frères. Mais voilà, lui, c'est un excellent joueur, il est un ancien top 10. Il est 30e mondial aujourd'hui. Et je connaissais pas spécialement avant, mais voilà, joueur assez fantasque, assez euh, voilà, très très sympa à regarder et c'est vraiment cool et voilà, que du positif avant les jeux, quoi. Ouais, et puis les jeux à domicile avec un petit chaudron qui sera très chauvin pour défendre nos Français. On n'est pas à l'abri de surprises. En tout cas, la Mm. dynamique est positive. Ils sont exposés aussi, donc ils vont avoir toute la France, enfin pas toute la France, mais allez, une grosse communauté derrière eux qui va les pousser pendant les JO. Ouais. C'est top. C'est sympa de voir Voilà. ça pendant une année de Jeux Olympiques. Euh, Moi, je me retrouve là à découvrir aussi, enfin, de l'intérêt, pas de découvrir un sport, hein. Je joue au ping-pong depuis que je suis tout petit, mais là, de voir, de voir les frères exposés médiatiquement, de suivre et d'en parler, Ouais. là, c'est cool, c'est sympa de Ouais, de ouf, de ouf. cette Et année j'ai olympique. ouais, c'est clair, c'est super. Après, ça reste, tu vois, c'était un sport qui était très bah, au final en France, quand tu es numéro top 10 mondial au tennis de table, on te reconnaît pas dans la rue forcément ou ce genre de Non. truc. Il n'y a pas toute cette émulation autour de toi qui peut te préserver aussi et te permettre de faire des bons résultats. Hmm. Il faut pas que ça, voilà, ça prenne trop de place non plus. Il faut qu'il reste bien concentré sur l'objectif des jeux et qui reste là-dessus. Mais comme tu disais, la médiatisation est quand même très cool et ça permet de faire découvrir ce sport à un haut niveau qu'on a tous fait dans notre jardin sur la table de ping-pong. Mais voilà, ce contenu qui est accessible sur YouTube grâce à RMC qui met tout ça en live. Ouais. L'intérieur sport de Canal dont j'ai parlé la semaine dernière sur eux qui est vraiment super Hmm. et qui est voilà un truc très inside. Voilà, on les suit pendant 6 mois, c'est vraiment super. Ouais, et puis pourquoi pas, ça ramènera peut-être des sponsors ou un peu plus de crédibilité au sport pour avoir bah, pour aider en tout cas et les accompagner du mieux possible. On sait Mm. que les Chinois, c'est un sport, ils ont plus Bah, besoin de prouver quoi que ce 32 des soit. 37 médailles d'or distribuées au JO, c'est pour les Chinois, quoi. Voilà, Donc, on va essayer d'aller en chercher une, ça serait peut-être magnifique à cette année. Paris, ça serait vraiment incroyable. Ouais, exactement. Euh, je crois que c'est tout sur la page tennis de table. Ouais, juste aussi pour rappeler quand même la grosse performance des Français. Il y a tous les matchs remportés 3-0 ou 3-1 avant la finale. Hmm. Donc, grosse domination. Ils n'ont pas vraiment été mis en danger sur ces matchs-là avant la finale. Oui, Félix qui perd qu'un seul match sur toute la compète, donc en finale, où en finale, ok. malheureusement il Ouais. passe un peu à côté. Mais bon, il a 17 ans, donc voilà, au moins c'est beaucoup d'apprentissage pour lui à cet âge-là. Ouais. Et voilà, c'est comme on disait, un développement du tennis de table en France. On a été 9e nation mondiale il y a 2 ans. Hmm. Et là, aujourd'hui, on fait partie des cadors et on se bat pour les médailles à chaque tournoi. Donc, je pense qu'on est 4e avant ces championnats du monde. Ouais. On passe quatrième maintenant au ranking. Mm. Je ne sais pas s'il y a d'autres événements d'ici les JO, mais Par pour équipe, je suis améliorer ce pas sûr. classement, mais ouais, il y a une belle progression en tout cas. Et puis Mm. tu l'as dit, 17 ans, Ouais. il y a encore une belle marge de- devant lui. Mais en tout On cas, ouais, passe tout de on va suite. bien suivre tout ça Ouais, avant les jeux. Et franchement, le fait qu'RMC diffuse toute la saison, moi, je trouve ça top, quoi. C'est vrai, c'est vraiment une super initiative et on a hâte. ça me donne envie de jouer. On passe tout de suite à la Formule 1. Allez, à tout de suite. Donc la Formule 1 ce week-end était réunie à Bahreïn avant le Grand Prix justement qui sera ce samedi pour les tests hivernaux. Tests qui ont d'ailleurs été assez critiqués dans la forme par certains pilotes qui voudraient peut-être avoir un jour de plus ou alors avoir deux voitures plutôt que de n'avoir qu'une voiture à partager en 3 jours, donc un jour et demi Ouais, parce que par c'est ça, là, pilote. c'est ça. C'était 2 jours et donc les pilotes de la même écurie ne pouvaient pas courir en même temps. Ouais, C'était ouais. donc voilà, ça a été un peu critiqué, à juste titre, je pense, ça coûte pas grand-chose de plus. Enfin, si réserver un jour de plus le circuit, mais de toute manière, il n'y a personne dessus avant, ça aurait été plus simple. Et puis surtout d'avoir deux bagnoles, comme ça, au moins, tu peux vraiment avoir des pilotes sur leur voiture avec leurs propres réglages et puis avec tout leur staff autour. Bref, en tout cas, des tests qui ont eu
qui ont vu 3 journées assez intéressantes, et notamment, alors pas forcément sur les chronos, mais sur les réglages. On a eu pas mal de types de configurations qui ont été testés. On a tout le monde qui s'est un peu caché derrière des petites phrases pour ne pas trop on va dire s'avancer sur les prédictions. Mais Ouais, voilà, une avec première journée. quelques Oh, petites personnes qui ont lâché un peu, qui ont lâché un peu plus quand même, un peu voilà, on plus sent de, qu'il y a de quelques morceaux. journalistes qui ont réussi à gratter au fur et à Mm. mesure du week-end. C'était très calme au début, mais on a vu clairement aussi une tendance. Donc voilà, première journée qui finit avec Max devant Norris, Sainz, Ricciardo et Gasly. Un Max Verstappen qui a fait son meilleur tour en tour médium, je crois. Donc voilà, ils essayaient aussi les nouvelles gommes de chez Pirelli. On a eu quelques soucis de panne pour Albon dans sa Williams, qui a marqué un temps d'arrêt dans la première journée, qui a un petit peu embêté d'ailleurs certaines écuries, parce que c'est vrai qu'on n'a que 3 jours, c'est limité. Donc ça, ça a amené un changement le lendemain pour la deuxième journée. On a eu des petits problèmes, mais cette fois-ci, on a récupéré ça sur la pause déjeuner du midi. Euh, mais finalement, c'est bien, tout le monde était content. Donc la deuxième journée qui a vu Sainz signer le meilleur chrono, même si on rappelle que les chronos ne sont pas super importants pendant les journées de test. Ouais, ça veut pas dire Mm, grand-chose encore à ce Non, moment-là de la saison, enfin qui n'a même pas encore commencé, mais c'est plus voilà, pour jauger, pour se faire les réglages sur la voiture. Et les chronos n'ont pas, bon, même si on voit déjà Max devant et Red Bull qui sera sûrement bien au-dessus, mais ouais, ça n'a mm, pas trop de valeur encore. voilà. Le but, c'est de faire surtout énormément de tours, d'acquérir énormément de data avec différentes configurations. Donc, on va essayer différents réglages sur les suspensions. On va regarder comment réagissent les pneus dans ces conditions, sur des longs runs, sur des petits runs pour les qualifications ou pour les rythmes de course. Donc, tout ça est testé pendant ces jours de test. Et ensuite, à la fin du week-end, en fonction des cartographies moteurs, les équipes peuvent se prononcer ou non sur les résultats, mais c'est quand même assez compliqué. Voilà, tout le monde cache un petit peu son jeu. Ils veulent faire des tours avant tout. On a pu voir notamment, je crois que As, finalement, à la fin du week-end, a parcouru le plus de tours, hein, avec un total de 441 tours, ce qui est plus de 25 de plus que Ferrari. Donc c'est pas énorme sur l'échelle de 3 jours, mais ça représente quand même presque 2500 km de roulage. Donc c'est beaucoup de data pour des nouvelles voitures, hein. Surtout qu'ils n'ont pas eu l'occasion de beaucoup les tester auparavant. Je crois juste le week-end dernier à Silverstone. Donc voilà, As, Ferrari et Red Bull qui sont le trio de tête sur le nombre de kilomètres parcourus. On a, il me semble, surtout Magnussen qui a bien roulé avec Carlos Sainz et Ricciardo. Et voilà. Donc pour la F1, deuxième journée, je disais Sainz qui finit avec le meilleur temps, Pérez deuxième, parce que Pérez a fait le deuxième jour ainsi que Sainz, et la première journée c'était inversé, hein, voilà. Hamilton troisième. Et des petits soucis pour McLaren à noter, et avec Norris, et Ferrari avec Leclerc. On a eu aussi pendant le week-end, parce que l'évolution des voitures entraîne peut-être des changements d'attitude sur le circuit. On a eu quelques petits soucis avec des bouches d'égout sur Ouais. le circuit, des voitures qui avec l'effet de sol, qui évoluent avec les années, eh bien, changent, on va dire, l'impact que ça a Je crois sur que certaines c'est parties du c'est circuit. Leclerc, non, c'était ça son problème ou non, il a marché, il a roulé sur un vibreur et pareil, c'était Il y avait il a il y avait une, endommagé son plancher, quoi. il y avait une plaque, ouais. Il y a deux voitures qui sont passées Mm. dessus. Et je crois que ça a recommencé hier pendant la troisième journée. Donc voilà, les voitures qui évoluent et qui va demander aussi à la FIA de s'adapter et à demander à ces circuits ou les circuits clients de bien vérifier que les voitures pourront rouler sans défoncer les fonds plats. On se souvient que l'année dernière, Sainz avait défoncé sa Ouais, voiture c'est ce que j'allais et dire. Je que sais plus sur quel Grand Prix c'était où il y avait eu un truc, mais c'était aberrant. On c'était- voyait un truc qui sortait de ça je crois que de c'était la Bakou, de. je sais plus Ouais, exactement, ouais, c'était il un me truc de semble. ville. Et Sainz passe dessus, ça éclate le fond plat et le châssis. Mm. Et la FIA dit bah non, non, c'est pas de notre faute. Enfin, en Ouais. tout cas, pour le cap budgétaire des équipes, c'est énormément impactant d'avoir tout un fond plat et un châssis à refaire ou à changer. Et je crois que Ferrari avait été assez impacté par ça Ouais. négativement, hein. Donc voilà, petit sujet du week-end, ça fera parler. Mais on n'avait pas que ça, on va en venir, hein. Il n'y avait pas que ces sujets-là sur la Formule 1. On veut du Euh, croustillant, nous, Coco, là, il sur y a la du Formule 1. croustillant et du croustillant qui arrive, ça me fait un peu mal au cœur d'en parler, mais bon, voilà, c'est des choses qui arrivent. Mais avant ça, quand même, petite prédiction pour la saison à venir, avec une hiérarchisation
pas si clair que ça, malgré Red Bull quand même, qui est dans un monde à part avec une voiture qui a été dessinée par Adrian Newey, qui est encore fantastique. Petit pic à Mercedes avec ses côtés qui nous rappellent la voiture qu'ils ont sortie il y a 2 ans, le concept d'il y a 2 ans qui a été prolongé l'année dernière et qui a totalement été abandonné cette année parce que toutes les écuries reprennent le modèle de Red Bull de 2023, tandis que Red Bull nous a réinventé une bagnole complètement lunaire qui a l'air de très bien fonctionner. Bah, après, c'est le jeu, hein. On se souvient des pics Mercedes à l'époque avec Force India qui C'est avait. exactement ça. Voilà. Mais c'est fort de voir à quel point ils ont la soif d'éclater la concurrence. C'est assez hallucinant. Je pense qu'avec la voiture de l'année dernière, ils pourraient presque être champions cette année, mais là, ils ont vraiment décidé de se remettre à risque en changeant totalement le concept de la voiture. Et on voit que ça marche plutôt bien. On a eu en tout cas quelques pilotes, notamment Alonso, qui n'a pas hésité à dire que cette année, 19 pilotes, après ses essais, savaient qu'il n'allait pas être champion du monde, en insinuant que Max Verstappen serait le seul à pouvoir vraiment être tranquille, Prétendre à sa prétendre succession. à sa succession. Ouais. Donc voilà, et puis même Leclerc qui a dit que sa voiture était, enfin que déjà Red Bull avait un temps d'avance, mais qui s'est aussi avancé sur l'état actuel de sa voiture, qui a clairement dit qu'elle était mieux que l'année dernière, en tout cas mieux née que l'année dernière, ce qui ne veut pas dire Mieux qu'elle que sera la plus dernière performante. au même point de la saison, quoi. Exactement. Et on a aussi Mercedes qui a noté, alors, qui n'ont pas une voiture aujourd'hui, c'est compliqué de dire s'ils vont être un temps d'avance sur Ferrari ou un temps derrière, mais en entendant Hamilton et en entendant Russell, la voiture a l'air plus facile à exploiter. Ce qui veut dire qu'en connaissant déjà l'écurie Mercedes, qui est un beau rouleau compresseur et qui, quand même, qui sortait de 7 ou 8 titres d'affilée, va pouvoir manœuvrer avec un peu plus de largeur cette année avec une voiture plus facile à faire évoluer, au contraire des deux précédentes. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est compliqué de dire s'ils vont être deuxième ou troisième, mais je pense qu'ils vont vraiment pouvoir progressivement inquiéter Red Bull et puis surtout, je pense, donner une forte concurrence à Ferrari. Moi, je dirais que Red Bull forcément terminera premier cette année, sans aucun doute. Je vois bien Ferrari faire un bon début de saison, mais avoir Mercedes qui finit deuxième sur la durée, avec une voiture qui va, je pense, bien évoluer, et peut-être un Hamilton qui finira sur une belle deuxième place au classement, avec un Perez qui va totalement lâcher. Après, on sait que c'est pas non plus que la voiture en elle-même qui fait le. On a vu l'an dernier, enfin Ferrari au début de la saison n'était pas si mal, puis a fait de nombreuses erreurs de stratégie qui ont pénalisé Leclerc, alors qu'on sait que Mercedes, à ce niveau-là, ils sont quand même plutôt cliniques comparé à Ferrari. Donc voilà, il y a d'autres choses que la voiture aussi qui rentrent en ligne de compte. Et donc à ce jeu-là, je pense que Mercedes aura plus d'atouts que Ferrari pour aller chercher la deuxième place constructeur. Et ensuite, je vois bien Ferrari se battre un petit peu avec McLaren et Aston un peu en retrait quand même, sachant qu'ils dépendent quand même pas mal de Mercedes sur certains points et certaines parties de la voiture. Et déception pour Alpine, hein, quand même, qui est derrière qu'on a un Red Bull, après on a 3-4 écuries qui se tiennent assez proches, et Alpine qui est derrière ces 3-4 écuries, alors qu'ils cherchent à revenir dans ce groupe-là, quoi. Ouais, l'objectif était de se resserrer avec McLaren et Aston Martin pour un top 4 cette année. On a eu 2 discours différents. On a quand même Ocon qui a un discours assez positif autour de la voiture. La voiture est plutôt bien née, et on a pas mal de belles choses à faire. Et on a un Gasly d'un autre côté qui a l'air assez transparent sur ses émotions et sur le ressenti qu'il a eu après ces 3 jours de test, et qui a l'air de dire au contraire que il sent pas la voiture capable de faire de grandes choses cette année. Donc voilà, réponse ce samedi pour le premier Grand Prix. Mais avant ça, on a d'autres sujets croustillants. Côté Red Bull, tout va bien, mais en fait, pas tant que ça finalement. En coulisses, on a Christian Horner, le patron de l'écurie depuis 20 ans, qui est dans la sauce, hein, comme on dit, accusé en interne de comportement inapproprié à l'égard d'une employée. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais bon, on peut se l'imaginer. A priori, ce serait des messages WhatsApp envoyés avec des connotations ou en tout cas des insinuations sexuelles. Voilà. Ok. Bon, c'est ce à quoi on s'attendait, quoi. Mais il s'est exprimé lors de la présentation de la nouvelle Red Bull, là, de la nouvelle voiture. Et bien entendu, il nie en bloc les accusations.
Tu penses que ça peut avoir un impact, toi, sur la saison de Red Bull, s'il est écarté, par exemple? On sait que c'est un mec qui est là depuis le début, qui a un rôle ultra important au sein de l'écurie Red Bull. Mm. Est-ce que ça peut avoir un impact sur la saison de Red Bull? Réponse en 2 temps. Premier temps, non pour cette année. La voiture est née, la voiture est là, les équipes sont en place, les pilotes mais Verstappen n'a pas besoin de Horner, je pense, cette année pour conduire la voiture au succès. Non, la structure est clairement carrée pour cette année. Ils ont déjà, je pense, un plan très précis de développement et stratégique. Par contre, pour la suite, forcément, c'est le chef d'orchestre, hein. C'est lui qui a monté la team il y a 20 ans. Hein. C'était le plus jeune team principal à l'époque et il l'a plutôt bien mené parce que sous les 5 ans, ils étaient champions du monde. Euh, Pendant quoi, 4 années d'affilée en 4 années de plus? suite avec Avec Vettel, Vettel, ouais. et moteur Renault à l'époque. Hein, ils Mmh. avaient fait ils avaient réussi à maximiser super bien l'implantation du moteur Renault. C'est c'est particulier quand la personne qui a construit l'équipe et qui a inculqué cette culture de la performance, pas de la gagne, hein, c'est très différent, mais de la performance. C'est vraiment quelque chose qui est dans les racines de cette écurie. Bah, s'il est amené à quitter le navire, forcément que ça va impacter pas mal de choses. À voir maintenant ensuite, bah, enfin, qu'est-ce qui arrive pour remplacer Horner? Qu'est-ce qui va être mis en place? Il y avait déjà certains médias qui parlaient d'une certaine restructuration avec différents pôles qui seront revus ou peut-être mergés ensemble. À voir si c'est vraiment ça qu'il faut faire ou s'il faut juste remplacer le team principal poste à poste. Ouais. En tout cas, ça va forcément les impacter s'il part pour les prochaines saisons. Notamment, je pense, pour 2026, c'est la nouvelle réglementation. On a toujours des éléments forts qui resteront en place. Maintenant, à voir si c'est pas juste un gros problème de succession. On sait que depuis que le PDG de Red Bull est mort il y a 2 ans, la famille et la succession se battent un petit peu là-dessus. C'est des sujets qui sont totalement extrasportifs, mais qui aujourd'hui rentrent un petit peu aussi dans ce souci avec Horner, peut-être. À voir. Comment ça va être géré. J'espère en tout cas que ça sera rapidement Ouais. réglé pour Ah, l'écurie. je crois que tout le monde a envie que ça se clarifie et que ça se règle assez rapidement. Même la FIA Ah ouais. parce que je sais pas si eux peuvent, parce que ça reste une ligue privée, est-ce qu'ils peuvent avoir Non, ils quelconque peuvent. influence sur, tu vois, comme avec la NBA par exemple, qui peut suspendre des joueurs eux-mêmes, des trucs comme ça. Est-ce que la FIA peut avoir une Alors là, pour le influence moment, ils quelconque peuvent pas, mais c'est pour ça qu'ils demandaient justement plus de transparence Mmh, dans les rapports, parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas vraiment grand-chose, il n'y a rien qui fuite. Mais je préfère ça d'ailleurs, comme ça ouais, préserve une certaine présomption d'innocence mmh, pour la personne concernée et ouais. surtout pour ne pas que tout le monde s'en mêle sans avoir tout le contexte. Mais en tout cas, pour donner un peu plus de contexte, hier, Ford, qui sera le prochain, pas motoriste, mais qui va accompagner Red Bull dans la motorisation à partir de 2026, a demandé de la clarification parce que eux ont beaucoup investi pour ce nouveau partenariat en 2026 et demandent aujourd'hui à avoir des éléments assez clairs sur l'investigation, Mmh. et je peux les comprendre. Mais pour répondre à ta question, non pour cette année, oui pour la suite, définitivement. Ça marche. Bon, et ben, en tout cas, on aura un début de réponse peut-être avec le premier Grand Prix de la semaine prochaine à Bahreïn. Grand Prix un samedi, comme on l'a dit, vu que celui de la semaine d'après en Arabie Saoudite est également Ouais. décalé au samedi pour ne pas interférer avec le début du Ramadan. Mhm. Du coup, voilà, il fallait ajuster pour qu'il y ait le temps de ramener tout le paddock en Arabie Saoudite. Et il y aura un troisième Grand Prix d'ailleurs. Las Vegas aussi a choisi de le faire samedi. Eux, par Mhm. contre, sans vraiment raison particulière. Bah si. C'est parce que le samedi, il y aura peut-être plus de monde et Ah bah, je crois qu'il n'y a plus pas de ça. football américain le samedi. Donc, Voilà, en hein, il y fait, aura. c'est que c'est sûrement pour ça. Non, mais c'est Quoi, commercial, c'est les purement Américains commercial sont sur vraiment en les. train de take over ce magnifique sport qu'est la Formule 1. Ouais. Ils avaient Voilà. l'IndyCar qui était pas intéressant, ils se sont dit tiens, on va aller chercher la F1 et puis on Mm. va la pourrir. Pardon, excusez-moi, je suis un peu trop. Oula, oula. On Ouais. coupera. Cut. On cut. Bon, allez, on se retrouve tout de suite pour le Tour de France. Parce que bah, je savais que Coco adore la Formule 1, donc devoir beaucoup le laisser parler. On a fait un peu plus longtemps que prévu, donc on va enchaîner. On Allez, enchaîne. à tout de suite. Le Tour de France, avant d'enchaîner et de finir sur le MVP, on a eu les débuts d'Antoine Dupont,
au rugby à 7 à Vancouver, un tournoi international de Vancouver organisé avec les plus grosses nations du rugby à 7. La France qui finit en bronze, qui a été battue par la Nouvelle-Zélande en demi-finale, hein, au terme d'un super match, 28-27, 28-26, et qui battent les USA lors de la petite finale. Je crois que Pour c'est leur meilleur résultat, non, Ouais, depuis le début de la saison. C'est la super. Non, le nom m'échappe. Le circuit de tournoi de rugby à 7. je l'ai pas. Super Seven, je crois. Je vous dis, c'est ça, Super Seven. Ouais, c'est Super ça. Seven? Ouais, exactement. Ok. Voilà. Mais en tout cas, oui, semaine très intéressante. Moi, je découvre un petit peu aussi, franchement, hein, en toute honnêteté, je découvre un peu le sport et le fonctionnement de ces tournois-là en week-end. Sympa de voir plusieurs matchs en une seule journée. Une finale très intéressante aussi avec Dupont qui se fait sortir 2 minutes et du coup à 6 contre 7 qui se prennent 12 points je crois et qui ensuite à son retour déroule 2 passes décisives, un essai en toute fin de match pour finir à 42-12 et, euh, et atomiser les Américains. Ouais, 42-12, parce que c'est des matchs de. C'est quoi? C'est 2 fois 7 minutes? Ouais, 2 fois 7 minutes, donc c'est Ouais, assez donc c'est très rapide. très court. Et c'est pour Ouais. ça que tu as plusieurs matchs dans la même journée aussi. Et voilà, un format différent, mais c'est cool. C'est assez dynamique, c'est sympa et ça bouge beaucoup. Le fait d'avoir 2 fois 7 minutes et d'avoir que 7 personnes sur le même terrain, on a beaucoup d'espace. C'est vraiment intéressant. J'ai été vraiment pris de court par les quelques matchs que j'ai regardés. Euh, L'essai de la gagne contre l'Irlande en quart de finale et qui sonne la révolte contre la Nouvelle-Zélande en demi. On a un Dupont qui peut-être, peut-être, non je déconne, mais voilà, qui se retrouve à faire quelque chose de très sympa avec l'équipe de France à 7. Et je pense que Euh, ça lui fait du bien, lui, de voilà, avoir un truc différent, contrairement à ses copains du rugby à 15 voilà, qui mangent leur seum en ce moment. Bah ouais. Lui, au moins, voilà, il se vide l'esprit, il est à l'autre bout du monde, il voit d'autres choses. Et je pense que ça lui fait beaucoup de bien. Ça fait pas de bien à l'équipe de France à 15, mais lui, ça doit lui faire beaucoup de bien. Ouais, et puis peut-être qu'il ramènera des choses au sein du 15 de France issu du rugby à 7, qui sait, mais en tout cas, voilà, il a l'air de vraiment prendre du plaisir parce qu'il s'adapte très rapidement entre ses Mm. premières prestations et là, sa petite finale. On le sent très à l'aise et puis envieux de continuer. Donc voilà, au rugby à 7. On passe à la NBA juste avec Wemby très rapidement. On va pas faire le tour de Ouais. tous les matchs, mais Et gros duel, ouais, face à LeBron James la semaine dernière, où il met ouais, 27 points, 10 rebonds, et après 5 passes, 5 interceptions et 5 contres. Et c'est le plus jeune joueur de l'histoire à réaliser ces stats-là, donc avec au moins 5 points ou 5 rebonds, etc., dans chacune des catégories de stats. et le plus rapide Et le plus rapide. Et en le 30 plus rapide. minutes Ouais. sur le terrain. Et Euh, ouais, gros duel face à LeBron, du coup, qui lui met 30 points de son côté. On a vu une belle complicité entre les deux. Ça a tweeté, ça a hmm. échangé du tweet. Et voilà, tout le monde était content en NBA. Et un respect mutuel, pas seulement de Wemby envers LeBron, mais aussi de LeBron envers Wemby, qui n'hésite pas à louer en tout cas les capacités et le sky is the limit, hein, comme il dit pour Wemby, Et c'est- tout le monde dit ça hein, en NBA. Même, je trouve, les gros cadors et tout, ils sont tous quand même unanimes sur Wemby. hmm. Et alors que la NBA, le côté ricain et tout, ça peut être quelque chose un peu plus. Voilà, tu dois faire tes preuves avant tout ça et tout. Et lui, je Oui, trouve puis les qu'il est quand même. Français, hein, quand on voit Ouais, Gobert, le traitement qu'il a, ouais, voilà. Ouais. là, Wemby, il est quand même, c'est différent le traitement qu'il a, mais Ouais, en même temps, c'est à la hauteur je pense, de vraiment ce qu'il est en train de réaliser et du potentiel qu'il a. ouais, c'est sûr. Et qui a joué du coup hier, hein, avant de passer sur le dernier sujet, mais qui a joué hier et qui a fait un autre double-double. Donc Mm. qu'enchaîne les belles performances, au Contrairement à contraire son équipe. de l'équipe qui Ouais. a 4 victoires, enfin 4 défaites d'affilée. Même si 4 c'est pas si énorme quand tu vois ce qu'ils ont réussi à enchaîner cette année, mais qui a du mal vraiment à finir les matchs comme il les Ouais, parce débute. qu'à chaque fois, ils sont pas très loin. Enfin, là, contre les Lakers, ils perdent de 4 ou 5 points, je crois. Mm. Contre le Jazz, peut-être un peu plus. Mais voilà, ils sont toujours dans les matchs et juste, ils ont un problème, un petit blocage sur la victoire. Ouais, ils ont du mal à gérer les dynamiques quand même, parce qu'ils arrivent très souvent à être en tête et à prendre parfois un peu le large, mais ils ont beaucoup de mal à stabiliser ce niveau-là sur 4 quarters, Ouais. malheureusement. Donc voilà. Euh, on finit par Clément Noël, qui finit deuxième du slalom et qui laisse du coup le gros globe à Audemars, Bon, qui ça, de toute l'a façon, il était plus en course hein, pour le Non, gros mais globe. officiellement, je crois qu'il l'a ce week-end, non? C'est pas Ouais, ça? Odermatt, bah, il a gagné
en géant. Et du coup, il remporte le gros globe. Mm, Et ouais, pour Clément Noël, du coup, deuxième du slalom derrière le Suisse Manuel Feller. mm. Et troisième podium de suite pour lui en Coupe du Monde dans le slalom. Donc Ouais, voilà, beau. Il redresse bien la barre parce qu'il avait eu du mal en début de saison. Alors, il n'y a toujours pas de victoire au bout, mais au moins, il fait 3 podiums de suite et on espère que la victoire va venir avant la fin de la saison. il se rapproche. On espère en tout cas Voilà. qu'il va l'avoir bientôt. Voilà. On passe au MVP de la semaine. C'était tout pour pour le Tour de France. On envoie un jingle pour le MVP? Ouais, petit jingle. Allez. Petit jingle. Et du coup, pour finir, comme chaque semaine, on va élire le MVP de la semaine. Enfin, Coco va élire le MVP de la semaine. On verra s'il est meilleur que sur le poteau d'or avec le foot, puisque, encore une fois, c'est un scandale. Du coup, les 3 nommés pour cette semaine pour le titre de MVP, on a Antoine Dupont, du coup, qui porte l'équipe de France de rugby à 7 à Vancouver. Mm. Bon, malgré une défaite en demi-finale, il a quand même été très bon. Victor Wembanyama, qui a été très bon aussi dans son duel face à LeBron James, malgré une défaite encore une fois. Et Félix Lebrun, le plus jeune des frères Lebrun, invaincu jusqu'en finale des championnats du monde par équipe, et grand artisan de la médaille d'argent des Français, qui est la meilleure performance française depuis 97, on avait dit tout à l'heure. Ouais. Alors Coco, qui est Wemby. sur... Wemby. Oh là Ouais. là là là, Je dans une... déconne! Non, je déconne Ah, pas. Non, je déconne pas, je déconne pas. Moi, je mets Wemby. vraiment. Ouais, vraiment. Vraiment. J'hésitais entre lui et Lebrun. Parce que, Dupont, pourquoi pas, mais pas encore. On n'est pas au bout de nos surprises avec ça. Mais Lebrun a fait quelque chose d'extraordinaire, ok, mais tu l'as dit, c'était quoi? Ça faisait 20 ans, 25 ans. Wemby, personne l'a fait, ça. Personne. Aucun Français l'a fait déjà. Et personne l'a fait en aussi peu de temps. Et le mec, c'est sa première Ouais, mais saison. Il a c'est juste 20 que ans. C'est bon, moi, à c'est 20 sur ans, le. j'étais satellisé à 20 ans, moi. Non, mais c'est juste que là, c'est sur un match de saison régulière, dans une défaite en plus. Bon, après, c'est ton choix, hein, mais moi, Ouais, mais bon, je trouve ça un peu bizarre. Wemby, il perd tous les matchs de toute manière. Donc, il y a bien un moment. Non, là, moi, j'ai trouvé ça juste absolument énorme. Parce que c'est pas comme si. C'est pas comme Westbrook à une période qui était capable de faire du triple-double 15 matchs d'affilée parce qu'il arrivait à maîtriser le scoring, enfin, je veux dire, pardon, les stats. Là, c'est vraiment. Il n'y est pas allé pour les stats. C'est une prestation complète enfin, c'est de la haute volée, c'est incroyable ce qu'il a fait. Quand tu regardes le highlights, il est partout, tout le match, face à LeBron, et malgré déjà tout ce qu'il a montré depuis le début de saison, moi je trouve ça complètement dingos. Ok, Et ok. peut-être que je manque un peu de recul pour LeBron pour juger de sa presta, mais là, Wemby, de semaine en semaine, et puis il pose ça là maintenant, moi je suis sur le cul. Ok, bah ça marche. Écoute, on va se plier à ton choix. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute manière, vous n'avez pas Dites-nous, le choix, c'est dites-nous comme si, ça, voilà, ça vous dites-nous plaît ou ça vous plaît pas, si, c'est moi qui décide. dites-nous si vous êtes d'accord ou si vous voyez plutôt un Félix Lebrun en MVP cette semaine. Mais voilà, on va se quitter sur cette belle décision de Coco et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouveau débrief. Hein? T'arrêtes Je de faire serai le là en compte, tout hein? cas. Bah, non, mais au pire, vous avez toujours la possibilité de prendre le VAR Mm. s'il fonctionne pour remettre en question ma décision. Mais merci en tout cas de m'avoir réinvité pour cette troisième édition. J'ai hâte d'un déco de la semaine prochaine Ça marche. et on se retrouve très vite pour l'actu. Ça roule. Allez, ciao l'équipe. Salut!